Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. On se dit tout pour poser le masque et découvrir des parcours, des destins, des histoires de femmes et d'hommes engagés. J'accueille sur le plateau Didier Sartier, d'ailleurs qu'est-ce que je dis sur le plateau, dans ce petit appartement cosy. Bonjour Didier, vous êtes à la tête de l'AGFIP, directeur général de l'AGFIP, le président étant un syndicaliste, parce que c'est un organisme... Christophe Roth. Exactement, de la CFE-CGC, organisme paritaire. Et vous êtes le directeur général de l'AGFIP. L'AGFIP, pour ceux qui connaissent l'institution ou qui ne la connaissent pas, c'est compliqué parce que c'était à la fois le fonds collecteur de tous les fonds pour les personnes handicapées, et puis c'est aussi une structure, et on va en parler, qui accompagne les entreprises pour les aider justement à mieux intégrer ces personnes. Mais d'abord et avant tout, et c'est tout l'objet dont se dit tout, vous, Didier et Sartier, vous avez fait Polytechnique, London School of Economics, avec pareil une formation à Paris Tech, et vous êtes à la tête de l'AGFIP. Vous allez me dire, mais pourquoi votre question? Mais polytechnicien, vous auriez pu devenir Premier ministre, vous auriez pu devenir ministre de l'économie. Racontez-moi votre parcours. Comment on arrive aujourd'hui à s'intéresser et à devenir le spécialiste de la question des personnes handicapées? Comment ça s'est passé en partant de Polytechnique? Alors, on part de loin, hein, c'est vrai, Polytechnique. Ouais. 86 86 à entrer à l'école Polytechnique. Polytechnique, ça forme justement deux types finalement, après, d'acteurs de la vie économique. À la fois des acteurs qui ont vocation à aller dans le public, mais dans toute forme d'activité publique et devenir des décideurs publics. Et puis une partie pour finalement aller vers le monde économique privé et travailler sur ces et travailler. Et quand vous sortez de développement. Polytechnique, vous rêvez de quoi à ce moment-là? Alors, si je raisonne sur de quoi je rêvais avant d'entrer à l'école Polytechnique. Même avant d'ailleurs. Avant d'entrer à l'école Polytechnique, à un moment donné, je voulais être officier de la Marine nationale. Rien à voir. Et puis, voyage. Le voyage, la mer, je dirais la mer. C'était ça qui me fait la beauté de la mer, ce genre de choses. Et que vous aimez toujours, j'imagine. Que j'aime toujours, bien sûr. Et puis les choix totalement aléatoires qui existent parfois à l'école Polytechnique, quand vous rentrez dans l'école Polytechnique, fait que je n'ai jamais été voir finalement quasiment un bateau pendant que j'étais à l'école Polytechnique. Vous êtes militaire à l'école Polytechnique. Voilà, pourtant on est militaire, mais j'étais vraiment proche du truc. Et finalement très loin. Et finalement très loin. Donc fait plein de choses passionnantes. Et puis très clairement, après l'école Polytechnique, ou même finalement pendant ces études-là, j'ai un défaut, c'est celui d'être un peu perfectionniste. et ça conduit à se dire, surtout quand on est, je dirais, mal dégrossi à la sortie de l'école, on est quand même très très jeune. Je suis rentré assez jeune à l'école Polytechnique aussi. Donc c'est très brillant, scolairement. Voilà, pas eu une scolarité linéaire, hein, comme on peut dire. Et donc, le ressenti, et a raison d'ailleurs, de vouloir continuer à apprendre, finalement. Et d'ailleurs, c'est une volonté permanente d'être en capacité d'apprendre. London School of Economics. London School of Economics, c'était une autre logique aussi, c'est de se dire, j'ai envie de voir le monde, justement, j'ai pas envie de rester, et à l'époque, c'était plutôt encore rare, alors qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est obligé de le faire. À l'époque, il fallait faire des pieds et des mains pour pouvoir le faire. Je suis parti à Londres pour se dire, allez, j'allais voir quand même d'autres systèmes éducatifs, et on rencontre le monde entier quand on est à d'ailleurs, London votre côté, j'allais dire calme, un peu taiseux d'ailleurs, vous êtes souvent plus à l'écoute que dans la parole. Il y a quand même quelque chose chez vous qui est passionnant, c'est cette espèce de goût du savoir et de l'aventure. Vous l'avez toujours? Toujours le goût de sortir du cadre. Qui est important, le goût de vouloir innover, de pouvoir se dire, et surtout le goût du bien public, sans rester dans le cadre dans lequel on est, en sortant du conformisme habituel, et en se disant finalement l'esprit critique tout le temps de où on en est, et comment améliorer les choses pour tous. Et donc c'est ça qui m'a emmené finalement, à un moment donné, après l'école Polytechnique, d'aller faire l'ENSA, puis après la London School, puisque finalement, et d'ailleurs, il y a des cours passionnants
à l'école polytechnique sur le sujet, la macroéconomie, le fonctionnement des économies. Ce qui vous aide aujourd'hui à la GFIP. Hein. Oui, bien sûr, Forcément. absolument, tout Forcément. le temps. Le social, j'avais d'ailleurs même, à l'époque, regarder les problématiques de journalisme, voilà, parce que c'est aussi important de pouvoir communiquer et de savoir vous avez envie de comprendre la globalité du monde par son économie, par les enjeux de mathématiques, puisque Polytechnique, il y a des maths. Il y a quelque chose chez vous comme ça, un petit côté Hérodote, quoi. Comprendre le monde dans sa globalité. Oui, je crois que d'ailleurs une notion qui m'a marqué jeune, c'est la notion d'humanisme. L'humanisme, et ça sera ma dernière question, parce que on ne vient pas par hasard à la GFIP. On ne choisit pas ce poste par hasard. Vous avez eu une carrière par ailleurs à l'IGAS et dans les administrations. La GFIP, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement cet engagement ? Alors c'est un engagement, je dirais, à 3 niveaux. Ça reste de la politique publique. Ça reste de la politique publique, mais dans un environnement que je trouve très moderne. Et la GFIP est très moderne, même si elle a été créée en 87. Vous avez évoqué une gouvernance, un conseil d'administration paritaire. En fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. C'est ce qu'on appelle paritaire élargi. C'est-à-dire que vous avez à la fois les représentants des patrons, vous avez les représentants des salariés, mais vous avez aussi des associations de personnes handicapées. Donc c'est cette approche d'ailleurs qu'on voit de plus en plus en politique, très vrai encore aujourd'hui, qui est de dire on a besoin de réfléchir et de construire avec les citoyens, bien sûr, les acteurs. Et d'ailleurs avec les acteurs, et ça permet d'avoir, et en plus c'est une politique où finalement on a confié à la GFIP la possibilité, aux côtés de l'État, d'agir, de développer des politiques différemment. C'est-à-dire il n'y a pas simplement un ministre qui décide, il y a une approche plus globale qui permet finalement à travers cette gouvernance de faire des orientations politiques, des choix beaucoup plus agiles que je fais une loi, je fais des décrets, je fais un arrêté, je fais une circulaire. Là, c'est beaucoup plus rapide d'une certaine manière. Mais est-ce que vous vous êtes épanoui? Parce que c'est pas si facile de gérer la GFIP. C'est pas si simple d'y trouver son plaisir. Ah, on y trouve. Moi, ça correspond finalement, fondamentalement à ce qui m'intéresse. Parce que j'évoquais finalement cet objet démocratique, puisque c'est un objet démocratique. J'évoquais ce sens d'une politique publique. Et le handicap est au cœur, finalement, de notre problématique du monde actuel. C'est savoir vivre avec des gens différents. Et non seulement vivre avec eux, mais permettre à chacun de trouver sa place. Plus que trouver sa place, de s'épanouir, d'avoir une... Oui, c'est le cran supplémentaire. Voilà, il y a l'humaniste chez vous qui revient là. De s'épanouir, d'être finalement la chance, on ne vit qu'une fois, d'avoir la chance finalement de vivre la vie avec ce que l'on est, parce que ça on ne peut pas faire autrement, avec ce que l'on est, vivre la vie telle qu'on a envie de la vivre, et celle qui va nous faire en sorte qu'on se lève tous les matins avec la pêche. Didier Sartier, on va passer à la question de l'ESCA, qui j'en suis sûr, parmi les questions qui ont été proposées, vous en avez sélectionné une. Elle est d'ailleurs en rapport avec le sujet qu'on évoque depuis cette première partie d'émission. La question de l'ESCA, une entreprise qui forme des managers, une entreprise créateur d'avenir. C'est tout de suite. La question de l'ESCA, créateur d'avenir, une école qui forme des managers. Didier Sartier, que mettez-vous en place pour donner plus de sens, et on voit que ce mot a beaucoup d'importance pour vous, au quotidien dans leur mission, et comment vous valorisez les actions de vos collaborateurs? Et là, je me tourne vers l'AGFIP et les équipes des AGFIP. Ah oui, l'AGFIP, c'est 500 collaborateurs qui aujourd'hui sont tournés à développer des services, à proposer des services, à accompagner les entreprises à finalement développer des politiques handicap. Et peut-être le sens, il est tout trouvé dans la mission que chaque collaborateur a. On a même presque le besoin de dire attention, n'en faites pas trop. Il y a de l'engagement dans vos collèges. Il y a un fort engagement. J'utilise souvent un terme d'ailleurs qui est quasi militaire, c'est être et durer. C'est vrai. C'est l'emblème du 8e RPIMA, je crois. C'est possible, oui. C'est tout à fait possible. Voilà. Et donc, il y a ce besoin-là. Et donc, le sens, il est là. Et en même temps, le sens, il est de donner envie aux collaborateurs. Aujourd'hui, on va au-delà de ça. C'est de se dire, justement, en reprenant d'ailleurs ce qui se dit maintenant aujourd'hui, la manière de construire une politique concernant les personnes handicapées, mais c'est vrai dans tous les domaines, c'est très fort, c'est rien sans nous. Rien sans nous, ça veut dire que finalement,
pour toute politique, et notamment en matière de handicap. Ce Rien sans nous, il dit 2 choses. Il dit la vie doit permettre, et la société doit permettre justement que chacun trouve sa place et s'épanouisse. Et en plus, du coup, pour le faire, la bonne manière de faire, c'est de travailler avec les personnes. Et donc, d'être... notre enjeu à nous, c'est, même si, comme tout le monde, il y a l'urgence de vouloir faire mieux, vite, il faut, d'une certaine manière, prendre le temps de consulter, de travailler avec les partenaires, de travailler avec les personnes. Vu le contexte de notre société, où tout doit aller très vite. Absolument. Il y a ce côté très important finalement de construire avec. Et construire avec, ça prend un peu de temps, mais c'est beaucoup plus solide derrière. Didier Sartier, la question de Yes and You, une école de langue pour se former autrement, c'est la question que vous avez sélectionnée et on la découvre tout de suite. Je la détourne un peu, la question que vous avez sélectionnée, c'est la formation, celle-ci, tout au long de la vie, comme source d'épanouissement dans la vie pro et dans la vie perso. Et quel rôle doit jouer l'entreprise dans ce processus? Je rajouterais, moi, une question. Est-ce que l'entreprise va assez loin dans son engagement en direction des personnes handicapées? Le chiffre étant officiel, légal, de 6% de personnes en situation de handicap qui doivent être accueillies dans l'entreprise. Et très peu, certaines le respectent, mais très peu respectent ce chiffre. Alors très peu... Je n'irai pas jusque-là. C'est vrai que le taux est à 3,5, 3,5 à peu près, 3,5%, avec un objectif d'au moins 6, oui. Plutôt envie de dire d'au moins. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne respectent pas, parce qu'il y en a quand même une proportion importante qui le respectent, et il y en a beaucoup qui ne le respectent pas. Et aujourd'hui, est-ce que les entreprises, à nouveau, c'est comme tout indicateur, il faut le regarder aussi avec un certain recul. Mon passé scientifique me fait aussi... Et travailler dans les chiffres, et d'économiste me fait dire à quel point il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à des chiffres. Il y a de plus en plus d'entreprises engagées, vous devez le voir d'ailleurs dans l'ensemble de vos interviews. C'est vrai. Et donc l'enjeu, il est au-delà de ce taux, qui doit pouvoir être dépassé, justement de construire un environnement qui permet cette inclusion. Et dans ce construire un environnement, il y a évidemment, tout à l'heure, on évoquait l'importance que chacun puisse se développer. J'évoquais l'importance d'apprendre et de s'adapter, puisqu'on est aussi dans un environnement changeant en permanence, avec des enjeux toujours complémentaires. Si on veut d'ailleurs intégrer le handicap, c'est aussi quelque part, parce que c'est normal, notre expérience de vie ne nous permet pas toujours de comprendre ces sujets-là. Donc il faut se former, il faut écouter, il faut être à l'écoute. Faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie. Et donc les entreprises, elles ont aussi ce rôle-là, dans tous les cas, d'être dans cette logique de finalement être représenter notre société et de s'inscrire dans une logique sociétale très très forte. Et la formation en est un, avec un vecteur très très important qui est l'alternance. On sait à quel point ce sujet permet finalement une entrée, un vrai vecteur d'intégration, une entrée douce dans la vie professionnelle ou dans une deuxième vie. Puisque l'alternance, d'ailleurs, pour les personnes en situation de handicap, c'est tout au long de la vie. Bien sûr. Juste d'un mot, parce que c'est un sujet, on va découvrir la question de l'hémicycle. Certains évoquaient, ou il a été évoqué, l'idée que ce chiffre de 6 puisse être de nouveau augmenté et qu'on augmente, ou voire même qu'on le diminue. Est-ce qu'on reste à 6? Est-ce que ça vous semble 6% de personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est le chiffre qui vous semble intéressant? Ou est-ce que, comme certains l'évoquaient, on le transforme, on met la barre plus haut, on exige plus? Alors, je crois qu'il faut qu'on soit quelque part plus exigeant sur le thème puisqu'on le sait, alors il n'y a pas d'indicateur chiffré, mais l'emploi reste la première cause de discrimination en matière de handicap. Ben donc c'est finalement ce chiffre-là sur lequel on devrait travailler davantage. Après, le 6%, c'est quelque chose d'assez mathématique qui consiste à dire, dans la population active, il y a tant de personnes en situation de handicap, et donc il faut qu'il y en ait au moins autant dans l'entreprise. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas suffisant parce que ce chiffre a vocation à monter d'une certaine manière. Notre environnement n'est pas favorable à notre santé, notre environnement. Et puis, heureusement, on prend en compte de plus en plus les besoins des personnes. Donc, sur le fond, d'ailleurs, cette politique, elle doit s'appliquer aux personnes reconnues, et c'est le taux du 6%, mais elle devrait s'appliquer de manière générale. Comment je réponds à un besoin? Et nos besoins sont très, très diversifiés. On termine par la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir interpeller Didier Sartier. Bien, les pouvoirs publics, vous les connaissez bien puisque vous en dépendez. C'est tout de suite, c'est la question de l'hémicycle.
La question de l'hémicycle pour interpeller ou peut-être partager, puisque vous êtes plus dans le partage avec les députés, avec la ministre de tutelle, qui d'ailleurs a changé de visage. On vous écoute, face caméra, Didier Essartier. Bien sûr, ce qui est pour moi important, c'est l'écoute, l'observation, l'évaluation, et puis finalement une prise de décision, et dans tous les cas, la pédagogie autour de cette prise de décision et la manière de construire. Il y a une importance aujourd'hui que dans le débat public, nos démocraties manquent de pédagogie et d'explication de ce qui se passe. Merci Didier Essartier, de la pédagogie, de l'explication et de l'engagement. C'est vous qui étiez invité aujourd'hui dans On se dit tout, et vous êtes un homme engagé sur ces questions du handicap, directeur général de l'AGFIP, engagé en direction des personnes handicapées et de leur épanouissement. C'est même pas de leur intégration, on est monté d'un cran, et ça c'est important, dans leur épanouissement, qu'ils retrouvent la pêche, comme vous avez dit, en se levant le matin. Merci d'être venu nous rendre visite, Didier. À très bientôt. Bon vent, comme disent les marins, puisque vous aimez la mer. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro de On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.